Maintenant, la gestion des crises, voilà, ça c'est les diapos transmises par Nathalie Franck. Voilà ce que c'est que la dysrégulation des émotions. Vous voyez, en haut, vous avez un enfant standard qui a pas de difficulté à réguler les émotions, il a une contrariété, il est en colère, certes, ça c'est compréhensible, mais ça ne dure pas et voilà, c'est pas aussi intense. C'est-à-dire que l'enfant a dysrégulation des émotions, ça monte beaucoup plus haut, ça dure beaucoup plus longtemps et puis surtout, comme il n'arrive pas à réguler les émotions, il y a un effet d'accumulation. C'est-à-dire d'une contrariété à une frustration, à un stress, à un machin, à la fin de la journée, vous récupérez la cocotte minute à la maison et c'est l'explosion et il décharge tout ça en arrivant à la maison. D'où la difficulté. Donc quand la particularité de la dysrégulation des émotions, c'est des enfants qui démarrent très vite dans les émotions. Hein, il y a un petit facteur déclenchant et pouf, on l'a pas vu venir, ça démarre, ils vont très haut dans les émotions. Peu importe ce qui a déclenché l'émotion, dès que vous voyez que votre enfant est monté et que c'est à ce moment-là qu'il faut dire: «Stop, on se retire». Donc l'idée, plutôt que de chercher à comprendre, mais pourquoi il n'a pas accepté que je lui dise ça alors que non, c'est apprendre à repérer plutôt tous les signes qui vous annonciateurs que ça y est, il commence à se tendre, à se crisper, son regard devient vraiment hyper focalisé. C'est repérer le plus vite possible les signes d'activation émotionnelle de votre enfant et vous vous retirez. Plus vite vous vous retirez, plus vous êtes en capacité de gérer vos émotions et plus vous êtes en capacité justement de résister de façon non violente et de ne pas vous faire attraper dans l'escalade symétrique ou complémentaire. Parce que votre enfant, il va venir vous harceler. Alors, c'est pour ça que je recommande de mettre des verrous à molette sur les portes de chambre, pour les parents, pour la fratrie, mais j'insiste, c'est des verrous avec une serrure à l'extérieur dont seuls les parents ont la clé. C'est-à-dire que ça permet à la fratrie de se mettre vite à l'abri, parce qu'une molette, c'est vite tourné. Mais vous, les parents, vous avez la clé de toutes les chambres. Vous devez toujours pouvoir entrer dans la chambre de votre enfant pour savoir ce qui s'y passe. Et quand on est derrière une porte fermée à clé, bah déjà, on n'a pas besoin de résister physiquement pour maintenir la porte fermée parce qu'il va vous harceler. Il va se mettre à taper, à crier, à taper sur la porte. Mais voilà, vous êtes protégé et à ce moment-là, ça vous aide aussi. C'est très éprouvant, hein, c'est un défi. Mais là, voilà, commencez à appeler les membres du réseau de soutien. Et les membres du réseau de soutien peuvent intervenir même s'ils sont à distance. Vous mettez le téléphone en haut-parleur et le membre du réseau de soutien: «Mais oh là là, Thomas, mais c'est toi que j'entends là hurler comme ça, frapper s stop, stop!» Voilà, hein, d'accord? Donc c'est possible parce que là, vous savez, c'est préparé à l'avance, c'est des stratégies qui voilà, que vous avez anticipées et vous passez à l'action. Vous voyez votre enfant s'active, vous vous retirez. Il fait pas de crise, tant mieux. Vous ressortez des abris, il a fait une crise, il vous harcèle, vous êtes partis à temps, vous n'avez pas escaladé. Parce que votre enfant fera tout, hein, alors quand la lettre d'urgence, c'est un point important. Parfois, les enfants peuvent avoir des comportements extrêmement dangereux. Je vous parlais d'un enfant, enfin, régulièrement, hein, des enfants, menacent, enjambent la fenêtre, prennent des couteaux, menacent de se mutiler et cetera. N'hésitez pas à appeler les pompiers, d'accord? On regrette jamais d'avoir été très prudent, jamais, d'accord? Le problème, c'est que les pompiers ne comprennent pas forcément ce que sont les comportements tyranniques et c'est pour ça, dans le livre, hein, dans le manuel, vous avez des exemples de lettres d'urgence. Cette lettre d'urgence, c'est un médecin qui va l'écrire. Alors ça peut être le médecin qui suit l'enfant, ça peut être moi. Donc moi, j'écris, pour tous les parents qui font face à des comportements tyranniques, des lettres d'urgence. Le modèle, hein, est dans le livre, hein, dans le manuel, c'est où la lettre est destinée aux pompiers et aux services d'urgence hospitalière, heu, là où l'enfant va être emmené par les pompiers. Cette lettre, elle vous permet de dire aux pompiers: «J'ai une lettre du médecin qui nous suit et qui dit que mon enfant a des troubles très graves et sévères du comportement, qu'il peut se mettre en danger». Heu et qui explique que nous, les parents, on est suivis pour cette problématique de notre enfant, qu'on s'est engagé, dans la résistance non violente telle que préconisée par le CHU de Montpellier et c'est là que c'est bien, il y a un livre, il y a un site Association React. Donc vous n'êtes pas avec un gourou qui vous dit, de faire des choses un peu curieuses. Donc tout est accessible et transparent et vous dites: «Voilà, on est avec un médecin spécialisé des troubles sévères de notre enfant et de la résistance non violente et comme notre enfant peut se mettre en danger, les médecins nous ont vraiment donné l'indication de vous appeler en urgence parce que
il peut se blesser gravement, il peut mettre sa vie en danger ou il peut nous blesser gravement. Donc en gros, c'est: «Venez nous porter assistance à enfants et parents en danger». C'est difficile avec une lettre de médecin pour les pompiers de ne pas déclencher le départ des pompiers, hein. Donc les pompiers, quand ils arrivent, hein, bah, vous avez la lettre que vous allez pouvoir leur remettre et qui pourra là-dessus, il y a les coordonnées du médecin qui a écrit la lettre, il y a moi je mets mes coordonnées pour être jointe en urgence si nécessaire, je mets les coordonnées du pédopsychiatre qui suit l'enfant, donc il y a 2 noms de médecins. Ça rassure les pompiers également. Ça rassure les pompiers aussi parce que souvent, quand les pompiers arrivent, vous rappelez l'enfant. L'enfant, il a peur, hein, il est très sensible au jugement social et donc quand les pompiers arrivent, en général, il est redescendu de sa crise. Pas les parents. Les parents, ça fait des mois, des années que c'est difficile, compliqué, vous avez eu peur que l'enfant se blesse avec un couteau. Quand les pompiers arrivent, vous êtes super stressés. Donc les pompiers, ils voient des parents complètement stressés et puis un enfant qui est très calme en disant: «Non, non, moi, ça non, mais c'est mes parents, hein, non, ma mère, c'est une hystérique là, elle devient dingue, hein, dès qu'on parle des réseaux sociaux, mais c'est comme ça, hein, c'est» et donc les pompiers, au bout d'un moment, ils se disent: «Mais il se passe quoi dans cette famille?» hein? Comme le professionnel, dont je parlais tout à l'heure, qui voit l'enfant et qui est tout sage en consultation et puis les parents qui décrivent des comportements, hyper violents à la maison. Donc la lettre décrit bien, hein, ça continue. Donc l'enfant a des troubles sévères du comportement, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour aider cet enfant, l'amener en consultation. Ils suivent le protocole de résistance non violente, préconisé par le juge Montpellier. Sachez que l'enfant peut être très calme à votre arrivée, mais en fait, voilà ce qu'il a déjà fait et c'est là que je mets des exemples, hein, on met des exemples de comportements tyranniques, violents, dangereux que l'enfant a pu avoir. On dit: «Bah, l'enfant sera probablement très calme quand vous arrivez, mais voilà ce qu'il fait au quotidien ou ce qu'il a déjà fait». C'est pour ça qu'avec ses parents, nous avons décidé, donc les médecins et les parents, que lorsque la violence était trop forte, le danger, hein, est trop grave et que les parents devaient faire appel aux services d'urgence et que vous, les pompiers, si vous êtes amenés à intervenir à domicile, eh ben, il serait adéquat que vous ameniez l'enfant aux urgences de l'hôpital le plus proche pour un examen psychiatrique en urgence. Bah là, les pompiers, c'est pareil. Quand il y a une lettre de médecin qui dit que l'enfant a des troubles graves, oui, oui, il est très calme, mais regardez ce qu'il a déjà fait. Et on rentre dans le détail parce que ça personnalise bien, il se voit bien, ah bon, il a dit ça. Les injures, je les mets, hein, à connotation sexuelle, etc. hein, parce que ça va très loin. Donc, ben, le gentil petit garçon-là, il a quand même dit des horreurs. Donc, les pompiers amènent l'enfant aux urgences de l'hôpital. Il va être vu le plus souvent aux urgences de pédiatrie, hein, de l'hôpital proche des parents. Et cette lettre d'urgence, ben, il faut que vous en ayez plusieurs exemplaires. Donc, les pompiers en ont une pour eux. Et ensuite, les services d'urgence, le pédiatre de garde qui recevra votre enfant ou le pédopsychiatre, si vous avez chance d'être près d'un hôpital où il y a des gardes de pédopsychiatrie. Surtout, vous dites bien, le médecin qui va voir mon enfant doit d'abord lire la lettre au sujet de mon enfant. Et donc, là aussi, on n'attend pas du médecin hospitalier qui est vu en urgence de faire des miracles. Mais c'est drôlement important parce que votre enfant, il va expérimenter que vous n'allez plus dans la violence, vous restez ferme, vous résistez et vous avez les moyens de résister. Parce que soit vous avez un membre du réseau de soutien qui vient et qui vous soutient au moment de la crise ou après la crise, soit ça prend tellement d'ampleur et c'est du médical, les pompiers, le médecin arrive et l'enfant ne peut pas aller plus loin. Et puis surtout, il est mis en sécurité, hein, d'accord? Donc l'enfant va expérimenter ça et voilà, donc souvent les parents sont déçus de l'intervention du pédiatre en urgence qui a pas eu la formule magique pour expliquer à l'enfant que vraiment ça, c'était pas possible et qu'il devait prendre sur lui et aller aux consultations du pédopsychiatre comme ses parents lui demandent. Oui, il va le dire, non, ça aura pas d'effet magique, mais l'enfant, il va expérimenter et en général, un passage aux urgences, souvent ça calme. Certains ados ont besoin de 2 passages aux urgences, mais une fois du 2e passage, bah, ça commence à faire bouger les choses. Donc c'est toujours un effort pour les parents. La crainte des parents aussi: «Mais mon fils va être hospitalisé, ma fille va être hospitalisée». Non, il y a peu de place. Hein, vous savez, hein, on a peu de place en France, peu de lits d'hôpitaux et cetera. Donc si votre enfant n'est pas en danger immédiat pour lui-même, il ne sera pas hospitalisé. On ne vous proposera même pas une hospitalisation pour lui. S'il a des idées suicidaires, bah, vous avez bien fait d'appeler les pompiers, d'arriver en urgence à l'hôpital. Et là, bah, c'était vraiment nécessaire qu'il soit hospitalisé. Hein, mais très souvent, ces menaces suicidaires, cessent, hein, elles sont souvent là, dans un moment de grande frustration et d'escalade symétrique. D'accord?
Et donc, en général, l'enfant n'a pas d'idée suicidaire en dehors de ces moments de crise émotionnelle, mais ça sera l'appréciation justement du médecin des urgences. Et puis, vous êtes détenteur de l'autorité parentale, donc si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit hospitalisé, bah, vous refusez l'hospitalisation. Maintenant, moi, je vous encourage bien sûr, à suivre l'avis médical du médecin, hein, qui a été vu aux urgences. C'est indispensable, vraiment par prudence, et puis c'est bien que l'enfant reste en observation, peut-être une nuit à l'hôpital. Vous, vous allez souffler déjà, vous allez pouvoir dormir et ça fait pas de mal, et puis l'enfant va se rendre compte qu'il peut pas faire n'importe quoi, menacer de passer par la fenêtre ou de prendre un couteau sans qu'il y ait des conséquences derrière, et c'est vraiment important. Et là, ce sont des conséquences logiques, naturelles qui viennent après son comportement, et voilà, il va entendre, il va expérimenter qu'on peut pas dire et faire n'importe quoi sans qu'il y ait des conséquences.